Salam alaikum, mes chers étudiants, toujours dans ce cours optionnel de génie chimique et application. Je rappelle ce qu'on a fait la fois passée. Donc, dans un chapitre précédent, nous avons étudié la conduction d'une manière approfondie, que ce soit en régime stationnaire ou en régime transitoire. Cette fois-ci, on va aborder une autre grande partie qui va porter sur un autre mode de transfert de chaleur et de matière et qui est le transfert thermique et massique par convection. C'est un transfert qui concerne un transfert de chaleur et de matière entre phases en mouvement turbulent. Donc, je vais peut-être commencer par des généralités et des définitions. Donc, lorsque vous avez un transfert de chaleur qui s'accompagne d'un transfert de matière, donc, ça, c'est un transfert par convection, pardon. Donc, je rappelle que la fois passée, dans les transferts par conduction, nous avons vu que la conduction il s'effectue sans transfert de matière. Néanmoins, dans le cas d'un transfert de chaleur par convection, il est accompagné d'un transfert de matière. Remarquez, donc c'est un phénomène de transfert qui s'effectue dans des corps qui sont immobiles, comme c'est le cas ici. Vous avez la surface d'un solide qui est immobile et qui est porté à une certaine température T supérieure à la température de votre fluide. Donc, remarquez, les particules, une fois qu'ils arrivent sur la surface de votre solide, qui est chaud, donc, ils vont s'éloigner à cause d'une différence de densité, et puis une fois il est refroidi, il va revenir, et ainsi de suite. Donc, ce mode d'échange de chaleur existe au sein des milieux fluides, ou lorsqu'un fluide circule autour d'un solide. L'étude de transfert de chaleur par convection permet de déterminer ces échanges de chaleur qui se produisent entre la paroi de votre solide et votre fluide. Maintenant, concernant la quantité de chaleur transférée du milieu chaud vers le milieu moins chaud, donc il va dépendre de plusieurs paramètres, parmi lesquels vous avez la différence de température entre la paroi et le fluide. Évidemment, elle va dépendre de la surface d'échange entre votre solide et le fluide. Et elle va dépendre de la vitesse de déplacement ou bien du mouvement de votre fluide qui circule contre cette paroi. Il va dépendre de la capacité thermique massique de votre fluide. Il va dépendre de l'état de surface, c'est-à-dire est-ce qu'elle est rigueuse ou bien lisse, de sa dimension et bien sûr d'autres paramètres que je peux pas évoquer ici. Donc, selon le mécanisme qui génère le mouvement du fluide, on distingue la convection naturelle, on l'appelle, ou bien convection libre, et la convection forcée. La convection naturelle, donc, si le mouvement de votre fluide est dû à une différence de masse volumique entre les parties de votre fluide qui sont dues à une différence de température. Remarquez, je suis en train de traiter la convection dans les liquides. Si vous mettez de l'eau dans la casserole, la première couche en contact de molécules d'eau qui est en contact avec la surface chaude, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, ils vont se réchauffer, leur densité diminue, ils vont s'élever, donc il sera remplacé par une autre couche d'eau froide. Donc, à son tour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se réchauffer. Une fois qu'elle devienne chaude, alors sa densité diminue et elle va s'élever et
ainsi de suite, et on dit qu'on a un mouvement de convection dans les liquides. Maintenant, on va voir la convection dans les gaz. Donc voilà, vous avez une tasse par exemple de café. Donc il y a de l'air qui circule autour de la surface de cette tasse qui est chaude. Alors les molécules, une fois ils arrivent ici, ils vont se réchauffer. Une fois qu'ils sont chauds, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'élever. Pourquoi ils vont s'élever? Parce que leur densité, elle va diminuer par rapport à celle de l'air froid. Donc, la convection, il y a un autre type de convection, c'est la convection qui est forcée. Donc, c'est-à-dire ce déplacement de votre fluide, il est forcé par un ventilateur, ou bien une pompe, ou bien une autre force extérieure. C'est pas la même chose que dans le cas d'une convection naturelle. Donc, c'est naturel, il est dit à cause de la différence de densité. Donc, les régimes de convection, donc selon la vitesse de votre fluide, la convection peut être laminaire ou turbulent. Alors, en régime laminaire, donc, supposons que vous avez un fluide qui circule entre deux plaques, donc, le mouvement de votre fluide, il va s'effectuer par couche entre les deux plaques. Donc, vous avez les vecteurs vitesse, ils sont parallèles à un instant t. Et alors, on dit que j'ai un mouvement laminaire, ou bien parfois on dit lamellaire. Donc, c'est comme exemple, lorsque vous ouvrez un tout petit peu le robinet, hein, donc il y a de l'eau qui circule, un filet d'eau qui circule qui est calme. D'accord? Donc, ça, c'est un mouvement laminaire. Vous avez un déplacement par couche. Donc, d'autant plus, si ces vecteurs, ils sont parallèles et égaux, lorsque je dis égaux, c'est-à-dire égaux, ils ont le même sens et même intensité. Donc, alors, je dis que l'écoulement ou bien le mouvement de votre liquide est uniforme. En mouvement turbulent, donc, les vecteurs vitesse ne sont plus parallèles, donc, ils ont différentes orientations et par conséquent, on a des tourbillons qui brassent le mélange des différentes couches. Donc, la trajectoire d'une particule, donc, s'il est considéré individuellement, elle est irrégulière et complexe. Hein? Donc, c'est pas comme la même chose. C'est pas la même chose comme précédemment. Donc, les vecteurs vitesse, ils étaient parallèles. Donc, ici, ils sont irréguliers et complexes. Donc, mais dans l'ensemble, les particules avancent avec une moyenne, c'est-à-dire ce noyau de turbulent, donc il avance avec une vitesse moyenne régulière. Donc, ces tourbillons, ils modifient le mécanisme de conduction et ils accélèrent bien sûr les échanges thermiques ou bien massiques. La question qui se pose maintenant, comment distinguer entre un écoulement laminaire et un écoulement turbulent? Reynolds a montré un paramètre qui permet de distinguer entre l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent. Ce rapport RE, donc, est égal au diamètre de la conduite multiplié par la vitesse moyenne multiplié par la masse de votre fluide qui circule dans le tuyau divisé par sa viscosité. Donc, étant donné que le rapport viscosité dynamique divisé par la viscosité divisé par la masse volumique est égal à la viscosité cinématique, donc je peux écrire ce nombre de Reynolds de la façon suivante.
le diamètre de la conduite fois la vitesse moyenne divisé par la viscosité cinématique de votre fluide. L'expérience de Reynolds a montré lorsque ce nombre RE est inférieur à 2000, alors vous avez un déplacement du fluide par couche et donc le régime est laminaire. Néanmoins, lorsque ce rapport est supérieur à 3000, donc remarquez, on a un écoulement turbulent. D'accord? Mais pour une valeur du nombre de Reynolds compris entre 2000 et 3000, on dit qu'on a un écoulement en régime intermédiaire. C'est-à-dire, une fois il est laminaire, il devient turbulent, et puis il est laminaire, une fois, puis il devient turbulent, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire il n'est ni turbulent ni laminaire. Donc, il y a un mélange des deux. C'est ça, un régime intermédiaire. Ces valeurs, c'est-à-dire 2000 et 3000, peuvent être considérées comme des ordres de grandeur. Le passage d'un type d'écoulement à l'autre se fait progressivement. Maintenant, je pense que je vais m'arrêter ici. À la vidéo prochaine.